Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour un nouveau numéro de 100% Sénat, l'émission qui vous fait vivre les travaux de la Haute Assemblée. On va parler aujourd'hui de nos universités, comment garantir les moyens de la recherche, de l'enseignement supérieur, afin de préserver l'excellence des universités françaises face à la concurrence mondiale. Pour en parler, la commission d'enquête du Sénat sur l'excellence académique a auditionné Philippe Aghion, prix Nobel d'économie 2025 et professeur au Collège de France. Je vous dis quelques mots sur notre commission d'enquête. Donc, elle a été décidée par le Sénat à l'initiative du groupe Les Républicains et le rapporteur, le rapport a été confié à Madame Laurence Garnier. Et ce qu'on souhaite, c'est identifier les leviers permettant d'améliorer la qualité du service public de l'enseignement supérieur dont l'université constitue le socle. Vous avez déjà là une déclaration de principe de notre commission. Je vous dis pourquoi votre personnalité, vos travaux, votre renommée mondiale nous a intéressés. C'est surtout par le travail qui a été mis en lumière, notamment par une récente tribune du journal Le Monde, que vous faites entre l'innovation, la croissance et l'investissement dans la connaissance. C'est des choses qui sont fondamentales et qui sont au cœur de notre sujet. Derrière excellence, bien évidemment, nous mettons ça. C'est-à-dire ce que vous appelez très justement le capital humain et qu'on pourra élargir en parlant du capital cognitif. Disons, sur la gouvernance et la performance des universités, c'est des travaux qui datent quand même maintenant d'il y a, je vais peut-être remettre mon micro, j'avais fait des travaux donc, qui datent quand même d'un certain... Et je n'ai pas fait des travaux plus récents tellement sur l'université. Donc, si vous voulez, je vais être vraiment très modeste. Je m'appuie d'abord sur les travaux que j'avais faits et il y a certainement d'autres choses qui ont été faites depuis et donc je ne prétends pas du tout être à la frontière, d'accord ? Moi, je vais me baser sur ce que j'avais moi-même regardé à l'époque, c'est à l'époque du rapport pour Valérie Pécresse, mais c'était basé pas mal sur des travaux. Disons que les travaux que j'ai faits, c'était un papier que j'ai publié dans Economic Policy, avec Mascolel, De Watripon, Sapir, Hauksby. C'est surtout cet article-là que j'avais, et où on avait regardé un petit peu des aspects qui marchaient bien. Et en gros, c'est un peu l'ossature du rapport pour Valérie Pécresse. C'était cet article-là. Je n'ai pas fait depuis des travaux moi-même sur la gouvernance des universités. Donc je vais vraiment modeste. Il y a sûrement des choses beaucoup mieux et beaucoup plus récentes qui ont été produites depuis. Donc je voudrais déjà un disclaimer, comme on dit en anglais. Voilà, je ne peux pas malheureusement inventer de la recherche que je n'ai pas faite. Dans ces travaux, nous avions mis en évidence 3 piliers importants de la performance universitaire. La première, c'était évidemment les moyens. Il faut que, si l'université n'a pas de moyens, elle ne peut pas embaucher des gens les meilleurs sur le marché mondial. Notamment, nous, on a un grand défi, c'est d'inverser le drainage des cerveaux. On veut faire revenir en France et en Europe eh bien, les meilleurs, quoi, voilà. Et notamment des gens qui étaient très bons de chez nous, qui sont partis parce qu'ils avaient des moyens supérieurs dans d'autres universités et qui n'avaient pas les moyens de continuer leur recherche en France. Voilà. Donc déjà, de pouvoir inverser le drainage des cerveaux, c'est déjà pour moi un grand défi. Et évidemment, il faut des moyens, parce que sinon, vous ne pouvez pas attirer les meilleurs. Les moyens, c'est pouvoir donner des salaires corrects, et puis également donner des moyens pour faire de la recherche. Voilà. Donc, nous, le gros problème, c'est que nous n'avons pas assez de moyens. Alors peut-être parce qu'il s'est mal distribué, peut-être qu'au total, on les a, mais que c'est mal... Mais souvent, le problème, c'est qu'on a du mal à attirer... d'être compétitif, comme on dit, sur le marché pour les meilleurs scientifiques, parce qu'on n'arrive pas à attirer de donner des conditions de recherche. C'est pas forcément... Alors, ils ne demandent pas les mêmes salaires. Par exemple, moi, j'ai vécu longtemps aux États-Unis. C'est évident que là-bas, rien n'est gratuit. La santé coûte très cher. Les transports, chez nous, la santé est gratuite. Donc, les gens prennent ça en compte quand même. Ils voient quand même qu'en France, il y a toute une série de prestations qu'ils n'ont pas à payer. Donc, ils ne demandent pas les mêmes salaires en France qu'ils demanderaient ailleurs. Mais il faut quand même pouvoir attirer des gens de talent, et il faut quand même des salaires, et il faut des moyens pour la recherche. Voilà. Donc ça, le côté, l'argent ne fait pas le bonheur, mais l'argent contribue.
Sans moyens, on ne peut pas être... L'autre dimension importante, et là, il y a eu des études, on avait regardé les classements, et effectivement, on voit une relation quand même entre les moyens, les dépenses par étudiant à l'époque, c'était comme ça qu'on calculait, et les performances Shanghai. On avait regardé Shanghai et d'autres indices. Vous êtes toujours là, je ne vous ai pas perdu, là. Vous êtes toujours avec moi, là. C'est bon. Vous êtes avec moi. Je ne veux pas vous perdre, sinon ça ne va pas. Voilà. Donc les moyens, c'est important. Donc il faut le côté moyen. La question, c'est comment on peut les recueillir. Donc voilà, on parlera des frais universitaires et d'autres choses tout à l'heure. D'accord. Il vous faut donc des moyens. La deuxième chose, il faut une certaine autonomie des universités. Et là, c'est un gros problème. C'est de l'autonomie dans plein de choses. C'est l'autonomie dans l'acquisition des matériels de laboratoire. C'est l'autonomie dans l'embauche. C'est l'autonomie dans différentes dimensions. Et on avait regardé, dimension par dimension, l'autonomie. On avait construit un indice agrégé d'autonomie, mais en fait, il y a plusieurs dimensions d'autonomie. Nous avons encore trop peu d'autonomie. Moi, si je veux acheter un taille-crayon au Collège de France, je dois expliquer que j'ai le truc public, c'est un truc délirant. Je dois expliquer que j'ai trouvé le taille-crayon le moins cher. Voyez. Ou si je veux inviter des gens dans des hôtels, pour ne pas les mettre dans des hôtels pouilleux avec des cafards, je dois mettre de l'argent de mon compte, parce que je dois montrer à chaque fois que j'ai pris l'hôtel le moins cher. Ça, c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut une vraie autonomie. Et on n'a jamais été vraiment vers l'autonomie. Bercy continue à être prédominant. Ça ne peut pas continuer. Moi, je crois qu'il faut vraiment traiter les universités comme des agences. C'est-à-dire, on vous donne des moyens, on vous donne une feuille de route, et puis, c'est à vous de montrer que vous avez réalisé les objectifs. Et après, ex post, on voit si vous avez réalisé ou pas, et on pense. Et on n'a jamais vraiment réalisé l'autonomie. Parce que je vous dis, moi, c'est un truc de fou. Je dois contourner, je fais des acrobaties au Collège de France, je crée des comptes. Je ne devrais pas trop le dire puisque je suis filmé. Je crée des comptes à moi pour pouvoir inviter des gens dans des hôtels où j'ai pas honte de les mettre, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas possible, les trucs comme ça. Donc là, il faut la vraie autonomie. On ne l'a pas. D'accord? Il faut la vraie autonomie. Et moi, je crois que le modèle des agences est un beau modèle, c'est-à-dire vous avez un certain nombre de moyens, vous avez une feuille de route, vous avez l'autonomie, et après on vous juge ex post si vous avez rempli vos objectifs. Et la troisième chose, c'est qu'il faut la concurrence il ne faut pas passer tout son temps à remplir des formulaires pour avoir des bourses de recherche, mais j'ai beaucoup poussé pour la création de l'ANR avec d'autres. Il faut des bourses de plus long terme. Et le problème de l'ANR, c'est que l'ANR est sous-financée, et comme elle est sous-financée, la plupart de nous, moi j'ai jamais réussi à avoir une ANR depuis 10 ans. Jamais. D'accord? Alors, ce qui se passe, c'est que ça passe par des référés. En fait, les référés ne sont pas très bons. Donc, comme on n'a pas les bourses ANR, on refuse d'être référé pour l'ANR, évidemment. On se dit, moi, je vais être référé pour un truc où j'ai aucune chance de l'avoir. Donc, l'ANR étant sous-financée, elle n'a pas les meilleurs référés, et donc, on a une ANR qui ne tourne pas comme elle devrait. Alors, il y avait eu déjà un pas positif pour l'ANR, c'était de dire, si je passais le premier round de l'ERC, à ce moment-là, automatiquement, j'avais une ANR. Ça, c'était très intelligent, parce qu'au moins, je me reposais sur les référés de l'ERC. Déjà là, c'était pas mal. Voilà. Bon. Donc, si vous voulez, il faut des moyens, de l'autonomie et de la concurrence pour les bourses, mais il faut des bourses de suffisamment long terme. Et là, on a un gros problème dans l'enseignement supérieur, c'est que c'est trop court terme. Beaucoup trop de gens compétents passent leur temps à remplir des formulaires, au lieu de faire de la recherche. Parce qu'on est financé à trop court terme. Vous savez, je dis toujours, pour faire de l'innovation de rupture et de la recherche fondamentale de qualité, il faut du temps long, parce que le temps long vous permet d'échouer. Nous, on a un système qui alors, je ne vais pas du tout faire l'éloge des États-Unis, parce que sur le plan du modèle social, je ne voudrais surtout pas qu'on imite les États-Unis, qui sont un modèle épouvantable. Donc j'ai beaucoup de critiques à l'égard des États-Unis. J'ai vécu 20 ans là-bas, mais je ne voudrais jamais qu'on ait le modèle social américain. Mais un des bons côtés aux États-Unis, qu'il y a également en Chine, c'est le temps long. Pour pouvoir faire de l'innovation de rupture, il faut pouvoir échouer. Aux États-Unis, quand tu échoues, on te dit c'est très bien. Moi, dans ma jeunesse, quand on échouait, on nous mettait un bonnet d'âne. Vous êtes trop jeune, vous n'avez pas connu les bonnets d'âne. Mais moi, j'ai connu les bonnets d'âne. Bon, quand on échouait, peut-être vous avez connu, peut-être plus jeune que moi, mais bon. Voilà. Enfin, je n'ai pas dit que vous en avez vu un. Vous n'avez pas eu de bonnet d'âne, c'est évident. Vous étiez bon élève. Bon, voilà. Mais on nous mettait des bonnets d'âne. Voilà. Donc, l'échec était culpabilisé. Aux États-Unis, quand tu échoues, on dit bravo, bravo, bravo. Tu as échoué, c'est parce que tu as essayé. Et si tu veux faire de l'innovation de rupture,
tu dois échouer. Et donc, tu dois avoir du temps long. Et nous n'avons pas suffisamment en France d'institutions qui financent du temps long. Alors, il y a eu un truc qui a bien marché, c'est les LABEX. Les LABEX, ça a très bien fonctionné. Et là, il y a un article que je recommande de mon étudiant Antonin Bergeau, qui vient de sortir un livre d'ailleurs sur l'Europe et les États-Unis, qui s'appelle La prospérité retrouvée. Mais il a fait une étude avec d'autres collègues en montrant que là où il y a eu des LABEX, donc l'ABEX, c'est 10 ans, c'est 9 ans ou 10 ans de financement, eh bien, ça a stimulé l'innovation de rupture dans les industries environnante des LABEX. Voilà, quelque chose qui a bien... Pour une fois qu'il y a un truc qui marche bien chez nous, et ça a tellement bien marché que quand Macron a fait son discours « Choose France, choose Europe » il y a 1 an et demi, il y a presque 2 ans même maintenant, j'avais proposé à Emmanuel, je lui ai dit « Emmanuel, écoute, tu devrais proposer les LABEX européens. Parce que pour une fois qu'il y a un truc qui marche bien chez nous, exportons-le ailleurs. » Et le LABEX, c'était très bien, ça a marché. Autant le crédit impôt-recherche, il n'y a aucune évidence que c'est aucun effet, mais on en reviendra sur le crédit impôt-recherche tout à l'heure, d'accord ? Il faut le recibler, il faut le recibler. Il ne faut pas réduire l'enveloppe, il faut le cibler mieux. Il y a le crédit impôt-innovation qui, lui, marche bien. Et il y a d'autres dispositifs qui marchent bien. Mais moi, je crois qu'il faut mettre sur la table les dispositifs et on verra tout à l'heure sur le crédit impôt. Mais les LABEX, ça fonctionne. Donc moi, je pense qu'il faut généraliser les LABEX, étendre les LABEX, les renouveler. Déjà, il y a un problème du renouvellement des LABEX. Et puis, j'ai proposé que la European Research Council, parce que je pense que vous allez aussi faire des propositions au niveau européen, le Conseil de recherche européen, il y avait un danger qu'il perde le peu d'autonomie qu'il a. Pour le moment, c'est préservé. Maria Lepkin me dit qu'elle a réussi à sauver les meubles pour le moment. Mais il faut élargir le périmètre de l'ERC. Et moi, j'étais pour une ERC Lab, c'est-à-dire pour des LABEX européens. C'est-à-dire que l'ERC finance pas seulement, tu vois, des bourses pour 5 ans, parce que tu vois, quand tu as une bourse pour 5 ans, ça veut dire que déjà, au bout de 3 ans, tu dois passer ton temps à remplir. Nous, on a des chercheurs géniaux, au lieu de faire de la recherche, ils passent trop de temps à remplir des formulaires. Ça va pas. Ils doivent avoir du temps long, du 10 ans. Et les LABEX, c'est du 10 ans. Voilà, alors on n'a pas suffisamment de LABEX en France, on n'en a pas assez en Europe, et moi je pense qu'il faut beaucoup de LABEX, ça marche très bien. Voilà. Donc si vous voulez, moi je crois beaucoup dans des moyens, et on va voir comment on peut avoir les moyens et le budget de la recherche, d'accord ? 2, l'autonomie vraiment, c'est-à-dire où Bercy ne me demande pas comment je paye mon taille-crayon, où j'ai pas Rofignon qui est très sympa, mais qui est là à me dire, tu vois, si je mets l'électricité, que je dois éteindre l'électricité, ça c'est pas possible, parce qu'on ne peut pas fonctionner comme ça. Je veux une vraie autonomie. Et troisièmement, des bourses, mais des bourses jugeant LABEX qui nous donnent du temps long. Je crois que ça, c'est 3 piliers qui sont importants. Voilà. Donc ça, je crois que c'est très important. Alors ensuite, il y a les critères d'excellence. Bon, moi, donc en fait, comme j'étais dans le jury IDEX initialement, parce que j'étais à Harvard, évidemment, quand je suis rentré en France, j'ai démissionné parce qu'il y avait un conflit d'intérêts, donc je ne pouvais pas rester dans le jury LIBAC. Mais c'est évident que quand on a fait le jury avec Thierry Coulon et Philippe Gillet et le cabinet de Pécresse à l'époque, c'était très basé sur le rapport que j'avais fait pour Valérie Pécresse, d'accord ? Donc, évidemment, Et donc, quand on a conçu donc cette... et alors, pourquoi j'arrivais au jury IDEX ? Alors, je savais qu'il y avait un truc qui était important. Donc, il fallait pousser à des structures d'excellence, évidemment. Et évidemment, ils avaient lu le rapport, la plupart, et donc ils disaient, voilà, on va essayer de dire, voilà la gouvernance, voilà le... Mais il n'y a jamais eu vraiment l'autonomie. On n'a jamais vraiment donné l'autonomie. Elle n'a pas été vraiment réalisée quand il y a eu les IDEX. Vous voyez, ça a été incomplet. Voilà. Donc, moyens, autonomie, concurrence pour des bourses et des bourses de long terme. Moi, je crois que ça, c'est des... Je pense que le CNRS, c'est pas une bonne idée d'avoir des chercheurs qui ne font pas d'enseignement. Je pense que les enseignants, je pense qu'au CNRS, tout le monde devrait avoir une charge d'enseignement. Je trouve que ça n'a pas de sens de ne pas enseigner. Parce que l'enseignement, c'est le contact avec les jeunes. Je pense que si on n'a pas le contact avec les jeunes, on s'atrophie et on devient obsolète très vite. Je pense qu'il faudrait qu'au CNRS, moi je pense que le CNRS devrait de plus en plus devenir une agence de moyens, personnellement. Voilà. Ou permettre des bourses, je ne sais pas comment on ferait avec lui, tu vois, mais voilà, je suis pour un CNRS avec des charges d'enseignement. Moi, j'ai enseigné toute ma vie. Vous savez, si je vous disais tout, je ne vais pas vous faire pleurer, mais je fais 150 heures de cours par an. À mon âge, c'est quasiment 70 balais. Hein.
Je fais 150 heures de cours quand je additionne les cours que je fais au collège, les cours que je fais à la LSI, les cours que je fais à l'INSEAD, je fais des cours PSE. Je fais quasiment 150 heures par an et j'ai 70 valets. Pourquoi, dites-moi, pourquoi un chercheur CNRS de 30 ans, il ne peut pas faire des cours? Moi, je pense qu'il faut faire des cours au CNRS. Mais voilà, disons que les piliers, c'est ça. C'est vraiment moyen, autonomie, mais la vraie autonomie. Et là, je fais tiquer, je sens que je vais vous choquer beaucoup. Mais il faut m'expliquer pourquoi on ne fait pas enseigner. Il faut m'expliquer pourquoi on n'arrive pas à faire de la recherche. Moi, j'ai fait des enseignements, ça ne m'a pas empêché d'avoir un prix Nobel. Je veux dire, voilà, au contraire, ça m'a aidé. Ça m'a aidé d'avoir des jeunes avec moi tout le temps. Donc, et de faire de l'autonomie et l'accès aux moyens. Je crois que ça, c'est vraiment, je pense que ça, c'est vraiment la clé et le financement de long terme. En Allemagne, ils ont les instituts Max Planck, qui sont des véhicules de financement de la recherche à long terme. Nous n'avons pas l'équivalent des Max Planck, mais on a les LabEx. Donc on peut peut-être développer les LabEx, et c'est peut-être ça notre véhicule à nous. Mais alors peut-être le développer davantage. Alors il y aura, voilà, ça c'est les premiers éléments. Disons ça, c'est ce qui est basé sur mes études. Et j'étais sur données européennes et données américaines, et on voyait à chaque fois que la combinaison moyen, autonomie, concurrence pour les bourses, cette combinaison-là marche, quoi. Voilà. Ça, c'est les études. Ça, c'est vraiment, voilà, avec de l'économétrie sérieuse. Ça, c'est ce que j'ai fait, voilà. Après, on peut parler de plein de choses. Mais alors, ce qui marche bien aussi, c'est le tenure track. Ça, j'ai fait des études là-dessus. Le système tenure track est un très bon système. Tu embauches des gens pour une durée de 5-6 ans ou 7 ans, et puis tu décides si tu les titularises au bout de 6 ans. Le système tenure track marche très bien. J'ai écrit également des papiers sur tenure track. Et c'est vrai que c'est un système qui marche. D'ailleurs, maintenant, les Chinois l'adoptent. Et vous savez que maintenant, les universités essayent de répliquer le tenure track autant qu'ils peuvent. Toulouse ou d'autres endroits. C'est quelque chose qui a montré que ça marchait bien. Voilà, un petit peu. Est-ce que ça vous donne déjà des éléments pour démarrer? Oui. Non, merci pour votre propos. Alors, toujours un peu colorful, hein, avec moi. Non, mais c'est bien. Ça vous fait du bien? C'est bien, ouais. C'est vrai. C'est un peu le genre, hein, vous voyez, c'est un peu pour réveiller là le. Bon, un peu dynamique. Mais il faut secouer le Sénat toujours. Bon, moi, il y a un problème aussi. Enfin, je vais vous dire un truc aussi, puisque j'ai pas terminé. Voilà. Je vois Philippe Baptiste ou d'autres et ils disent la même chose. Si tu veux, le gros problème en France, c'est que la recherche fondamentale, c'est la variable d'ajustement. Quand on a besoin de faire des économies, on coupe là-dessus. Pourquoi? Parce que nous, on ne bloque pas les autoroutes. On a un avantage sur les taxis, c'est que nous, on ne bloque pas les autoroutes. Donc, comme nous, on ne bloque pas les autoroutes, dès qu'il faut couper, on coupe dans la recherche. Et ça devrait être sanctuarisé. Il faudrait vraiment qu'il y ait... Je pense qu'il devrait y avoir... Vous savez, en Irlande, il y a des commissions transpartisanes. Et je pense qu'il devrait y avoir quelque chose de transpartisan. On a tous intérêt à avoir une recherche de pointe en France. Et il devrait y avoir une commission transpartisane qui fasse en sorte que, quels que soient les gouvernements, quelle que soit l'alternance, eh bien, on sanctuarise un certain nombre de choses. Parce qu'il ne faut pas que la recherche soit là-bas. Il y a eu un petit peu un problème en France. Je vais maintenant sortir des trucs vraiment que vous allez détester. Un petit peu le problème que nous avons en France. C'est que souvent, les politiques, et je ne veux rien dire contre les grands corps et les grandes écoles, j'aime beaucoup les grandes écoles et j'aime beaucoup les grands corps, parce que là, je vais faire des gaffes horribles, mais c'est un peu l'idée de s'amuser ce matin, je vais prendre un peu d'eau, c'est que souvent, les politiques n'ont pas été à l'université. Ils ont fait Sciences Po, qui est très bien. Ils ont fait l'ENA, qui maintenant s'appelle je ne sais plus comment, parce que Amélie de Montchalin, j'ai une histoire avec Amélie, j'avais dit que tu devrais faire l'ENA, elle m'avait claqué à la porte, elle était mon étudiante à Harvard, elle a dit non, et finalement elle a changé l'ENA en un truc que je ne sais même pas le nom. Mais enfin, il y a toujours un espèce d'ENA à Strasbourg. Bon, j'aime beaucoup Amélie, c'est une très bonne amie, mais en gros, ils ont fait ça, et après, ils vont dans les grands corps, qui sont très bien. Donc tout ça est très bien, mais ils n'ont pas été à l'université. Et en fait, Sarkozy, pour qui j'ai jamais voté, tu vois, bon... Lui, il avait été à l'université. Et il y a une histoire merveilleuse de Sarkozy. Sarkozy va à Columbia University et il réunit les profs français à Columbia. C'est une histoire merveilleuse. Et il demande à certains, est-ce que vous êtes cher? Et il se trouvait que l'un d'entre eux était chairman du département de chimie ou de physique. Il a dit, oui, je suis cher. Mais il demandait, est-ce que vous êtes cher? C'est HER. C'est ça qu'il demandait. Est-ce combien vous êtes payé? C'est ça qu'il voulait savoir. Parce que lui, il avait compris que c'était important. Et quand il y a eu la commission du grand emprunt,
il y a eu énormément de pression de la part de grandes entreprises qui sont tous très bien, je les vois au cercle d'économistes, sont tous très sympathiques, pour que l'argent leur revienne à eux. Et lui et Ricol ont tenu bon pour que l'argent aille aux universités. Et ça, je dois dire que c'est formidable. Et je le dis ça d'autant plus, j'ai jamais voté pour lui, d'accord ? Mais je dois reconnaître qu'il a tenu bon. Et parce que lui, il n'avait pas été dans les grandes écoles. Lui, il avait été à l'université. Et lui, il savait que c'était important. Et c'est vrai que c'est très intéressant chez nous, que ce soit des gens de droite ou de gauche, souvent ils ont fait les mêmes promos, ils n'ont pas été à l'université. Pour eux, l'innovation, c'est on se met d'accord avec quelques patrons du CAC 40, ils sont tous très sympas, je les vois tous au cercle d'économistes, et je les adore, je les connais tous, ça fait des années que je les pratique, et on fait l'innovation avec eux, quoi. En gros, l'innovation, c'est je tape dans le dos de Potier et de quelques autres, et on fait une politique d'innovation, et ils ne comprennent pas que tu ne peux, sans recherche fondamentale de qualité et bien financée, tu ne peux pas avoir de l'innovation de rupture. Et c'est ça qu'ils ne comprennent pas. Et ça, je dois dire, le mérite de Ricol et de la commission du Grand Emprunt, ils ont tenu bon pour financer les LAVEX. Et la pression était très forte pour que l'argent aille ailleurs. Voilà, je voulais vraiment le dire très franchement. Et d'autant que je vous dis, je n'ai jamais voté. Donc voilà un petit peu mon liminaire. Merci, monsieur le professeur. Donc, moi aussi, je suis chair, donc je vais reprendre la parole pour la donner à notre rapporteur pour un échange libre, mais j'ai cru comprendre que merci, monsieur le Président. Et moi, je ne suis pas chère, donc je vais écouter vos propos avec beaucoup d'attention. Merci pour vos propos liminaires qui nous ont bien réveillés, comme vous l'avez dit, monsieur le professeur. Et ça tombe bien parce que l'objectif de notre commission d'enquête est précisément de réveiller ce système universitaire qui possède beaucoup d'atouts, aussi des faiblesses qu'il s'agit pour nous d'identifier pour faire en sorte que partout dans l'université française, on garantisse ou on restaure cette excellence académique et de recherche que vous avez évoquée. Alors, vous avez déjà beaucoup parlé de la question de l'autonomie, qui a fait aussi l'objet d'un certain nombre d'auditions. Vous avez très bien expliqué les nécessités de long terme que nous rejoignons parfaitement sur la question de la recherche, et vous avez parlé des moyens. Si vous le voulez bien, avant qu'on aborde cette question des moyens financiers qui sont, que chacun mesure, les universitaires, les présidents que nous avons reçus nous en ont évidemment fait part, je voulais revenir sur un point précis de l'autonomie des universités. Vous avez évoqué les questions de recrutement, vous avez évoqué les questions d'acquisition de matériel. On vous fournira, si vous le souhaitez, un taille-crayon au sortir de cette audition. Mais en tout état de cause, il y a un point de l'autonomie des universités que vous n'avez pas évoqué, mais que vous avez traité dans vos travaux de 2010, c'est la question de la gouvernance. Oui, alors absolument. Alors là aussi, ça secoue beaucoup. Ce que vous proposez sur les questions de gouvernance, je prends un extrait de votre rapport. Ce qui marche bien, la légitimité exécutive et administrative, avec un conseil d'administration composé de personnalités souvent externes à l'université, qui désigne ces personnalités un président doté de pouvoirs étendus. Alors là aussi, ça secoue. On est très loin du modèle universitaire actuel. Est-ce que vous pouvez développer ce point-là ? Oui. Alors c'est intéressant parce que c'est un modèle que vous voyez dans des pays anglo-saxons, mais également dans des pays scandinaves. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Donc c'est totalement dans des systèmes où le financement, où il y a des frais universitaires très élevés, des pays comme les Scandinaves où c'est beaucoup moins de frais universitaires. Mais c'est vrai que ce qui marche assez bien, c'est un modèle, en gros, la London School of Economics. Voilà, comment ça marche la London School ? Vous avez un board avec qui désigne un président. Alors évidemment, ils consultent avec les profs, ils ne sont pas idiots. Les boards, ils parlent aux professeurs, évidemment. Hein, ils ne sont pas dans une tour d'ivoire et ils parlent à personne. Le board, en général, c'est des anciens alumni. Ça peut être des gens de la région qui financent, etc. C'est différent. Et c'est eux qui élisent, et c'est eux qui choisissent le président. Mais ils consultent évidemment avec les professeurs. Hein. Et puis vous avez un sénat académique qui, lui,
est composé du corps professoral. Tu peux avoir des étudiants, tu peux avoir aussi des représentants des corps intermédiaires. Moi, je suis très pour le dialogue social, hein, donc je critique beaucoup Emmanuel d'avoir négligé le dialogue social. Voilà. Mais c'est bicéphale. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme une entreprise. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous avez un board. Je pense que, par exemple, les étudiants, c'est pas aux étudiants de désigner le président de l'université, quoi. Voilà, je suis très, très, très direct. Je pense par contre que les étudiants ont des droits qu'ils n'ont pour le moment pas ou pas assez. Dans beaucoup d'universités qui marchent, et je peux dire à nouveau scandinaves, rhénanes, etc., ils ont d'abord la possibilité d'évaluer leurs professeurs. Et ces évaluations sont très utiles. Ensuite, ils ont la possibilité d'être informés sur les débouchés. Et donc ça, c'est très important. Donc le droit d'évaluation et le droit d'information est pour moi très important. C'est beaucoup plus important que de dire je choisis moi le président de l'université, quoi. Donc par contre, je crois beaucoup dans une direction bicéphale, oui, avec un conseil d'administration. D'ailleurs, regardez l'école d'économie de Toulouse, elle fonctionne comme ça. C'est le modèle de Toulouse. Regardez, voilà, c'est Dominique Sénéquier qui maintenant dirige le board. Mais ce n'est pas elle qui préside Toulouse, c'était Christian Gaulier. Maintenant, je ne sais pas qui succède à Christian Gaulier. Donc vous avez d'un côté le board, et puis, mais évidemment, au board, le président, il participe au board, il y a d'autres professeurs qui participent au board. J'étais dans le board de Toulouse, donc j'étais dans d'autres boards. Mais vous avez cette direction bicéphale. Mais les gens se parlent, évidemment. Le board, il n'est pas isolé, il va évidemment faire son travail. Donc moi, je crois qu'il faut regarder très près comment marche l'école d'économie. Alors évidemment, j'ai un biais d'économiste, parce qu'évidemment, il y a d'autres domaines. Mais dans mon domaine, je connais un peu la London School of Economics, et regardez comment ça marche en détail, et comment ça marche l'école d'économie de Toulouse. Et ça marche très bien. Voilà. Et d'évaluation. Je pense que ça, c'est très important. Ça peut les... Alors, je sais que j'ai eu des idées qui est un peu iconoclaste. Vous avez bien, on est en déficit. Avec la situation budgétaire, c'est infaisable. Mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir donner la possibilité pour des gens de milieux défavorisés de ce que j'appelle un salaire étudiant. Alors, je sais que ça va vous faire bondir. Mais au Danemark, ça marche très bien. Et regardez le modèle danois, parce que c'est un outil d'orientation. Je peux dire à quelqu'un, tu réussis pas tes examens, tu marches pas là-dedans, tu n'as plus de salaire. Par contre, tu veux continuer, ben voilà, tu vas aller de ce côté-là ou de ce côté-là. Et donc, je ne dis pas qu'il faut rétablir le salaire étudiant demain, parce qu'on est dans une situation budgétaire qui, évidemment, les gens vont dire, mais à Guillon, il déraisonne complètement. Mais regardez quand même l'usage qu'ils en font. Des bourses, en fait, c'est comme des bourses. Le salaire universitaire, mais on avait calculé avec Charles-Henri Weihmuller quand il travaillait chez Macron, c'était les bourses plus, quoi, en fait. Tu remettais les bourses sous cette forme-là pour des gens qui n'étaient pas déclarés sur la feuille fiscale de leurs parents. Pour ceux qui sont déclarés sur la feuille fiscale des parents, ils n'ont pas besoin de ces salaires. Mais c'était un outil d'orientation. En tout cas, il faut des outils d'orientation. Et je crois beaucoup, et ça c'est un truc que je n'ai pas dit également, qui était dans le rapport pour Valérie, c'était la sélection par l'orientation. Je crois qu'il faut être très proactif sur la sélection par l'orientation. Je ne crois pas dans la sélection par l'échec, je crois dans la sélection par l'orientation. Et la réhabilitation des métiers manuels, la réhabilitation des filières manuelles. Ça, je crois beaucoup. Et là, nous avons beaucoup à apprendre de la Suisse et de l'Allemagne, notamment. Il faut réhabiliter, on va aborder... surtout maintenant avec l'IA. Merci, monsieur le professeur. On ne coupe pas un prix Nobel, hein, donc on vous écoute religieusement. On va aborder juste après, si vous le voulez bien, les questions de sélection par l'orientation, de réhabilitation des filières manuelles. On en parlera juste après. Juste un point, puisque vous avez évoqué les questions de financement. Vous avez à l'esprit, donc je n'y reviens pas, évidemment les contraintes de financement de l'État tel qu'il est aujourd'hui. Pour autant, on entend aussi un certain nombre de problématiques que nous ont remontées les présidents d'université. Au-delà des contraintes financières, les non-compensations de mesures imposées aux présidents d'université rendent caduque l'autonomie que vous appelez de vos voeux. Ça, ce sont des éléments qu'on a parfaitement à l'esprit. Donc, je les mets volontairement de côté pour regarder avec vous ce matin comment, selon vous, on peut faire évoluer le système de financement actuel. Je voudrais vous parler, enfin vous entendre plus précisément sur la question des ressources propres de nos établissements.
Quand on dit ressources propres, ça peut d'ailleurs être aussi des ressources publiques, lorsqu'on répond à des appels à projets de l'ANR ou d'autres façons. Donc, ce sujet des ressources propres via les appels à projets, la question pour vous, est-ce qu'il y a un potentiel de financement des universités françaises par le biais de la formation continue qui aujourd'hui est beaucoup captée par le privé? Est-ce que ça peut être une piste? Et enfin, quel regard portez-vous sur un rehaussement modéré et progressif des droits d'inscription, des frais d'inscription? Là aussi, on sait que ça représente quelques petits pourcents, 2-3% des budgets des universités. Donc on a bien à l'esprit que tout ça reste et restera modeste. Pour autant, ça peut aussi contribuer à l'augmentation de la masse financière à disposition de nos établissements. Alors sur les frais universitaires, c'est une question très délicate. Alors quand on avait fait le rapport avec Valérie, Et le raisonnement que nous avions eu en fait ensemble, Valérie, avec Philippe Gillet, avec Thierry Coulon, je me dis, si je mets les frais universitaires dans le rapport, tout le reste du rapport va passer à la trappe. C'est évident. On n'a parlé que de ça. Donc, adieu l'autonomie, adieu l'organisation bicéphale, adieu tout, quoi. Il n'y aura plus que ça, quoi. Donc, c'est pour ça que, à l'époque, j'ai dit, vaut mieux politiquement, c'est vous les politiques, c'est pas moi, mais enfin, Valérie était politique quand même, politique très, très compétente. Je lui ai dit, ne te présente pas en 22, mais ça, c'était pas le bon moment. Enfin, attends le prochain coup. Bon, anyway, non, mais c'était pas le bon moment, c'est pas le moment. Bon, alors, mais si vous voulez, parce que si je mettais cette question en exergue, tout le reste du rapport passait à la trappe, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas fait. Est-ce qu'il faut une augmentation modérée? Oui, mais il faut faire attention parce que vous avez vu qu'en Angleterre, ils ont fait un système de prêt, mais ça fait que vous avez des étudiants surendettés. Donc c'est pas génial, quoi. Voilà, c'est pas le modèle anglais qui a ma préférence. Alors maintenant, je ne sais pas comment ça marche en Scandinavie et dans les pays rhénans. Moi, j'ai plutôt un tropisme rhénan-scandinave. J'aime beaucoup l'Angleterre, je suis prof là-bas et je veux travailler avec les Anglais et je suis ravi de les voir se rapprocher à nouveau de l'Europe. Donc, et j'ai une énorme admiration pour la Grande-Bretagne. Donc, je suis un anglophile absolu. Mais sur l'histoire des frais, il faut faire très attention parce qu'on ouvre une petite boîte de Pandore, on commence là et quand on ouvre, après, jusqu'où on va. Donc, la question, c'est qu'on peut. Jusqu'où on le fait? Alors déjà, je mettrai des droits pour les étudiants venant de l'étranger, en tout cas, hors Europe. Je ne sais pas ce qui se fait déjà. Est-ce que c'est déjà le cas ou pas? Par exemple, c'est ce qu'ont commencé à faire les Scandinaves. Les Scandinaves, ils ont dit, bon, on va d'abord des droits pour ceux qui ne sont pas du pays, qui viennent d'ailleurs. Bah, ce n'est pas facile non plus, hein. Il faut simplement faire un peu attention. C'est peut-être là qu'on peut vouloir dire frais et peut-être un salaire étudiant modéré, vous voyez ce que je veux dire, qui vous permet de payer certains frais. Sur le salaire étudiant, je sais que ça vous fera sourire, nous avions, avec Frédéric Vidal, préparé un document à l'époque sur ça. Et le coût qu'on avait évalué par rapport aux bourses, c'était pas beaucoup plus important. Donc il y a peut-être un moyen, si vous voulez, moi, si je devais mettre des frais, je le ferais intelligemment, en disant pourquoi pas des frais, mais je vais donner en même temps aux étudiants de milieux dont les parents préfèrent ne pas les déclarer sur leur feuille d'impôt, des moyens qui leur permettent de se loger, qui leur permettent, etc., et qui sont un outil d'orientation. Vous voyez, c'est ça. Parce que l'idée, c'est que c'est un outil d'orientation. Et je pense qu'il faut être inventif. Je ne dirais pas simplement, boum, je mets les droits, quoi. Voilà. Ça, je pense, c'est pas intelligent. Je pense qu'il faut être inventif dans la manière de le faire. Voilà. Donc, je suis tout à fait ouvert, mais je pense qu'il faut être intelligent dans la manière de le faire. Si je mets ça avec peut-être l'idée d'un salaire étudiant qui aide à orienter, je ne sais pas, tu vois, un truc comme ça, vous faites un truc comme ça, vous êtes révolutionnaire, quoi. Vous arrivez avec une idée nouvelle, quoi. Comme le LABEX, ça a été une idée nouvelle. Si c'est simplement dire, boum, je fais comme les Anglais, ça ne sera pas une idée nouvelle, quoi. Voilà. Et ça risque de backlasher. Je sais que je ne réponds pas pleinement à votre question, mais je vous donne une piste de réflexion pour arriver à quelque chose. Je pense que vous pouvez produire avec ces éléments-là quelque chose de très novateur et qui peut être consensuel.
Voilà. Mais je n'ai pas tous les éléments là. Vous voyez, je vous donne quelques éléments. Voilà. Alors, il y a le problème de la sélection à l'entrée. Alors là, c'est un gros problème. Qui on admet à l'université et qui on n'admet pas. Donc, on peut vouloir être plus sélectif, mais il faut à ce moment-là donner aux élèves du secondaire des filières techniques ou d'autres manières. Vous ne pouvez pas dire simplement vous ne rentrez pas et vous vous retrouvez chômeur. Donc il faut que vous donniez, par exemple, les Suisses, par exemple, en Suisse, il y a des gens, ils vont pas tous à l'université. Il y en a qui vont dans des formations techniques, mais il y a des passerelles qui permettent d'aller du technique. J'ai perdu les gens en face de moi, là. Je vous ai perdu. Je vous ai pas perdu. Il y a des passerelles, ils ont des passerelles qui vous permettent d'aller du technique au plus général. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là aussi, il faut être inventif. Vous voyez? Donc c'est ça qu'il faut faire. Vous ne pouvez pas simplement dire frais universitaire, point barre. Ça ne marchera pas. Soyez inventif. Vous ne pouvez pas simplement dire je fais grosse sélection à l'entrée, point barre. Il faut que vous puissiez vous irez dans des choses peut-être plus techniques ou plus machin, mais avec des passerelles qui vous permettent éventuellement, comme en Suisse ça existe, d'aller vers des formations plus générales en partie. Il faut que là-dessus vous soyez inventif. Et je suis désolé de ne pas pouvoir vous donner la solution. Je vous donne des pistes. Merci beaucoup, monsieur le professeur. C'est parfait parce que vous avez anticipé la question d'après sur la question de l'orientation sélective ou de la sélection à l'entrée de l'université. Effectivement, comme vous le dites, on a aujourd'hui une sélection par l'échec, vous l'avez formulé. Quand on met bout à bout l'ensemble du process entre ceux qui entrent à l'université en première année, qui se soldent, on le sait, la première année par grosso modo 40% d'échecs, cela ne prenant pas en compte les réorientations sur lesquelles nous avons bien du mal à avoir des chiffres. Ces étudiants arrivent en troisième année de licence, donc on a déjà perdu 40% d'entre eux. Voilà. Et lorsque la deuxième barrière s'offre à eux, celle du master, on perd à nouveau 40% des étudiants. Le chiffre que nous avons calculé, c'est 22% des étudiants qui entrent en première année de licence obtiendront leur master. Donc la question, effectivement, et c'est un peu ce qui nous revient par rapport à nos auditions et à ce que vous avez dit, c'est la pertinence de construction de filières plus courtes, plus professionnalisantes, ce qu'on pourrait appeler des licences des métiers. Un peu les IUT, quoi. Enfin, un peu la généralisation Exactement. des IUT, en fait. Avec ce que vous avez aussi expliqué, la question des passerelles. Voilà. Peut-être même des allers et retours avec le monde du travail. Et une dernière question, avant de laisser la parole à mes collègues. Il nous a été dit par le président de France Université que nos étudiants français avaient en moyenne 3 ans de moins en âge que ceux des autres universités des pays de l'OCDE. Oui, c'est une expérience de travail. Voilà, donc c'était la question. Est-ce que vous confirmez cette... Très bien. Donc c'est la question des réorientations, des passerelles et des allées et venues éventuellement avec le monde du travail. Très bien. Pour moi, c'est bon, Monsieur le Président. Vous avez validé le programme de la rapporteure, c'est parfait, je vais pouvoir passer aux questions. Alors, d'abord notre collègue Vanina Paoli-Gagin, et puis après le président Lafont, et puis Max Brisson, et puis nos 2 collègues. Merci beaucoup, professeur. Vous avez insisté sur l'autonomie. Effectivement, je pense vraiment comme vous que, comme souvent, et je pense que notre pays crève de ça, on fait la moitié du chemin. On est toujours au milieu du gué et on a le pire de tous les systèmes qui existent dans le monde. Donc ça, il faut que... Je ne sais pas comment on change ça, mais il le faut, c'est un impératif existentiel. Je voulais revenir sur un point de vue un peu plus macro. Nos universités, elles ont déjà des frais structurels auxquels il faut s'intéresser. Je pense par exemple à leur patrimoine. Patrimoine, pour le remettre à niveau et faire en sorte qu'il arrête d'être un centre de coûts de fonctionnement, notamment en matière de fluide, parce que il faut injecter, j'avais fait un rapport là-dessus il y a quelques années, 20 à 25 milliards. Est-ce que, dans votre idée, faire une opération d'appel à l'épargne privée soutenue par des organismes comme la Caisse des dépôts ou faire un fonds dédié en disant on doit préparer l'avenir de notre pays, est-ce qu'on est prêt à trouver un support ou à faire un emprunt national sur ce sujet, qu'on en finisse? Parce qu'en fait, chaque année, le déficit se creuse du fait du pur fonctionnement. Donc ça, c'est la première question. La deuxième, est-ce que vous ne pensez pas que pour piloter ce paquebot,
il faudrait un budget pluriannuel dans toutes les dimensions en fait, budgétaires. Il faudrait peut-être arrêter cet argent qui arrive de façon multicanale avec les appels à projets qui utilisent un temps administratif énorme, des frais de gestion, des coûts de transaction qui font perdre de l'argent en ligne, qui nourrissent des intermédiaires, à mon avis, de façon indue. Normalement, on a toute la ressource en interne. J'aimerais vous entendre là-dessus, vraiment. Et puis, la commande publique des universités aussi, je me suis un peu penchée dessus. C'est pas joli non plus. Elle coûte 2,5 fois à 3 fois plus cher que la commande publique ailleurs. Pourquoi ? En fait, il n'y a aucune raison pour cela. Donc, effectivement, l'autonomie devrait renforcer ça. Et dernier point, ce que je constate en ma qualité de rapporteur, quand on fait des rapports d'info, il n'y a absolument pas de chiffres fiables de big data consolidés à l'échelle du ministère qui tiennent compte de tout ce qui se passe dans chacune des universités. Vous voulez connaître la consommation de fluides consolidés au niveau France de toutes les universités et écoles de France. Ces chiffres n'existent pas. Je ne comprends pas comment on peut piloter un ensemble sans avoir une vision un peu macro. Donc cette autonomie, elle doit aller avec la responsabilité, mais aussi avec un reporting et l'obligation d'avoir des systèmes d'information qui sont interopérables, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Pas vraiment, voilà, quand ça sort il y a le danger de la nobélite. Vous savez, la maladie de la nobélite, c'est qu'on vous demande de parler de choses que vous ne connaissez pas bien, et donc je ne veux pas dire de bêtises. Je pense que l'autonomie va aider beaucoup. C'est-à-dire que donner une vraie autonomie financière, comme une agence, c'est-à-dire vous êtes une université, je vous donne un budget, et voilà. Et à l'intérieur de ce budget, vous pouvez abonder avec des fonds régionaux, vous avez une certaine latitude, et voilà, quoi. Et après, je regarde ex post, est-ce que vous avez réussi à placer des étudiants ? Par exemple, ce qui est très important, c'est d'avoir la formation sur le devenir des étudiants. Par exemple, il y a des universités internationales où on sait ce que deviennent les étudiants, le placement. Donc ça, c'est important. Parce que vous savez, on peut être excellent en plusieurs choses. Il y a des universités qui sont... Par exemple, aux États-Unis, vous avez des universités qui sont excellentes en recherche, mais vous avez des liberal arts colleges, vous avez des universités qui sont bonnes en placement ou en préparation pour des universités de recherche. Donc il faut qu'on puisse avoir des données sur les performances universitaires, où sont allés les gens. Est-ce qu'ils ont trouvé un emploi ou pas ? Et moi, je pense, si vous voulez, que si on va vers la vraie autonomie, c'est-à-dire le système d'agence où on dit aux universités, écoutez, vous avez une feuille de route, vous donnez un objectif de recherche, mais peut-être vous donnez aussi un objectif de placement. Vous voulez former des gens qui vont avoir un boulot, quoi. Et je vous donne un certain budget, et puis on verra après, est-ce que vous avez rempli vos objectifs ? Moi, je ne veux pas savoir ce que vous allez faire au milieu, quoi. Je ne vais pas aller vous micromanager, quoi. Je vous laisse gérer votre université, et je regarderai ces indicateurs que sont les performances de recherche. On les a, les brevets, les performances qui servent à Shanghai, quoi. Les papiers, les conférences, et puis je regarde placement. Et je regarde à quel point vous placez vos étudiants. Et à ce moment-là, j'ai des contrats. Vous voyez ce que je veux dire ? Je passe par contrat. L'État a un contrat avec des universités. Et je renouvelle sur la base de ces contrats. Est-ce que ça ne vous paraît pas un meilleur système ? Vous voyez ce que je veux dire ? Plutôt que de tout manager à tout moment. Voilà, c'est ça qui est un peu... j'ai peur que ça soit difficile. Est-ce que c'est quelque chose qui parle pour vous, le système des agences ? Certes, mais je pense que l'annualité n'est pas suffisante pour conduire une stratégie d'établissement. Oui. Par rapport au temps long de la recherche que vous évoquiez tout à l'heure, de surcroît, je pense que ça ne fait pas le job. Et puis, moi, je me basais sur les moyens. Je voulais vous entendre sur les moyens, parce que les moyens, on ne va pas en avoir plus. Donc, ce qu'on a, il faut qu'on essaie d'en tirer le maximum. D'où, je veux dire, ces centres de coûts que sont les bâtis universitaires. Déjà, c'est le premier point sur lequel il faut, pour dégager de l'argent pour faire des choses plus intéressantes, me semble-t-il, stopper l'hémorragie. Mais donc, c'est-à-dire concrètement, je suis très lent là, j'essaie de rattraper. C'est-à-dire, ils pourraient louer des locaux, on peut faire quoi ? Disposer d'espace,
et recueillir. Oui, on doit pouvoir gérer son patrimoine, mais avant, il faut que ce patrimoine soit remis à niveau. Est-ce que je peux passer C'est ça. La question, le problème, c'est... Non, mais je suis d'accord, mais la question, c'est les moyens, c'est d'où je tire les moyens. Donc, il faudrait qu'on ait un débat budgétaire global, quoi. Donc, effectivement, est-ce que... Et là, je réponds à une question par une question. Est-ce qu'on alloue à l'éducation supérieure moins que les autres pays, beaucoup moins? Alors, vous savez que beaucoup, d'ailleurs, de l'argent qui est de... Moi, c'était Arnold Migus, qui a été président du CNRS, qui me disait, en fait, on compte les cotisations retraite dans les moyens qu'on alloue. Si on enlève ça, en fait, on dépense beaucoup moins que les autres en recherche. Vous le saviez, ça ? Monsieur le Président. C'est un truc de fou. On dépense beaucoup moins que les autres. Donc déjà, nous, on pourrait dire, on pourrait mettre plus. Donc ça va être les problèmes du budget. Alors nous, on a des sources budgétaires. D'accord ? On a la taxe d'habitation, ça a été à mon avis une grave erreur. On ne va pas parler de la taxe d'habitation ici. Non. Voilà, c'est pas l'endroit. Mais on a des sources d'économie possibles. Peut-être que ça vaut la peine de dire, nous devons augmenter la part qui est allouée vraiment à l'enseignement supérieur à la recherche, étant donné qu'on est beaucoup moins que les autres quand on compte le fait que les cotisations retraite chez nous sont comptabilisées dans les dépenses et pas ailleurs. Donc, je pense qu'on est très en dessous des autres. Donc, nous, on pourrait déjà donner l'objectif de dire enlevons les cotisations retraite et mettons-nous au niveau des autres sans compter ça. Et à ce moment-là, on voit qu'est-ce qu'on fait de ces ressources supplémentaires. Et des ressources, moi, je vous en trouve. Je ne veux pas taper sur le crédit impôt recherche, mais vous savez que 25% de crédit impôt recherche, ça va aux 20 plus grosses boîtes. 50% du crédit impôt recherche, ça va aux 50 plus grosses boîtes. Un ministre que je ne nommerai pas me dit qu'il travaillait dans une grande entreprise et que l'argent du CIR servait à tout sauf à l'innovation. Je crois que vous devinez de qui je parle et à quelle entreprise je parle, d'accord ? Sans vous donner les noms. Bon, donc on sait qu'il y a du mou, on a des marges. Donc, je pense qu'on a des marges et je pense qu'il faut globalement augmenter la part qui va vraiment à l'enseignement supérieur à la recherche. Après, il y aura le problème de l'allocation et de la gouvernance. Mais il faut que ça aille de pair avec la gouvernance. C'est-à-dire que je suis contre l'idée de dire j'augmente les moyens sans changer la gouvernance et sans avoir des exigences de performance, que ce soit de recherche ou de placement. Voilà, ça c'est un peu ma vision. Hein. Merci, monsieur le professeur. Trop. Non, c'est bon. Je vais essayer de vous canaliser. Canalisez-moi. Je vais essayer, monsieur le Absolument. professeur. Monsieur le Président de la Commission, vous avez la parole. Merci, monsieur le Président. Vous êtes tous présidents. Oui, mais on est tous chers, vous voyez. Mais venez au Sénat, vous aurez aussi... Vous serez entre chers. Non, moi je voulais vous... Ça... Ça viendra, Khalifa. Non, moi je voulais vous interroger. Je voulais initialement vous interroger sur la question des moyens, mais vous avez en partie répondu. Donc je vais vous interroger sur un autre sujet, qui est celui du niveau des élèves français, notamment quand ils rentrent dans le système universitaire. Et à travers ça, c'est aussi la question du lien entre l'éducation nationale et l'enseignement supérieur. Ce qui nous intéresse aussi dans votre témoignage, c'est que vous avez une expérience qui n'est pas que française. Vous avez beaucoup travaillé aux États-Unis et vous travaillez encore en Angleterre. Donc vous avez une vision de ce qui se passe ailleurs. Comment vous jugez le niveau des élèves français sortis du bac et donc à l'entrée du système universitaire? Et comment on peut améliorer ce lien entre l'éducation nationale et l'enseignement supérieur? C'est une question difficile. Je crois qu'il y a vraiment l'idée qu'il faut des savoirs de base qui soient acquis, quoi. C'est-à-dire que souvent, on laisse des gens passer de classe et ils n'ont pas les savoirs de base. C'est important que les savoirs de base soient maîtrisés et que... Voilà, on a la question des tests PISA, mais ça c'est en amont du bac. Nos tests PISA qui baissent et qui sont très reliés au milieu social, ça ne va pas. Il faut vraiment une école, je dis toujours qu'il faut une école avec de l'IA et une école sans IA. Je pense vraiment que c'est important que la lecture, l'orthographe... Tiens, j'ai la petite fille de Louis de Funès, Julia de Funès, elle fait faire des dictées à ses filles toutes les semaines, voilà.
Tu vois, on ne rit pas toujours chez les De Funès, quoi, tu vois, donc voilà. Donc, moi, je trouve que c'est d'abord... Non, mais les savoirs de base doivent être maîtrisés. Savoir faire des règles de 3, calculer, maîtriser les savoirs de base. Je crois que c'est très important. Il faut revenir aux savoirs de base. Devoir fait à l'école... Maintenant, il va y avoir une baisse de la démographie. Grâce à la baisse de la démographie, je ne pense pas qu'il faut baisser le budget de l'éducation nationale. Je pense qu'il n'y a pas qu'au cours préparatoire qu'il faut 15 élèves. Je pense que partout, il faudrait 15 élèves pour que le prof puisse vraiment s'occuper de ses élèves et que les devoirs soient faits à l'école. Et qu'il y ait vraiment maîtrise des savoirs de base. Écrire, pas de faute d'orthographe, rédiger, se concentrer sur un livre, faire des règles de 3. Je pense que les savoirs de base doivent être maîtrisés. Je pense que c'est très important. Et je pense que beaucoup de gens arrivent au niveau du bac et ne maîtrisent pas les savoirs de base. Moi, j'ai des gens qui ont Sciences Po même qui me disent mais j'ai plein de fautes d'orthographe quoi, dans des copies d'élèves de Sciences Po. C'est pas acceptable. Donc ça doit être vraiment une priorité quoi. Il faut vraiment qu'on ne puisse pas sortir avec un bac en faisant des fautes d'orthographe, c'est pas possible, et en ne maîtrisant pas les savoirs de base. Je suis très réactionnaire sur ce plan-là. Je pense vraiment qu'il faut revenir discipline, lecture, concentration, faute d'orthographe, grammaire, règle de 3, savoir le calculer. Je pense que c'est très important. Ça, je crois que quelle que soit la carrière qu'on fait, on apprend à apprendre à l'école. Je pense aussi que c'est important qu'il faut, évidemment, tout ce qui peut être fait pour l'orientation, d'expliquer aux élèves. Moi, je vais beaucoup dans des lycées, parce que j'ai un truc qui s'appelle Campus de l'innovation pour les lycées au Collège de France, qui est partie de mon laboratoire. Je vais beaucoup dans des classes. Bon, j'ai refait d'abord complètement les programmes de SES, parce qu'avant, ils lisaient alternative économique. Maintenant, on fait vraiment de l'économie sérieuse au lycée, d'accord ? Donc voilà, ça, je suis assez content d'avoir fait ça, avec Pierre-Michel Minguer et d'autres. Maintenant, on a des vrais programmes d'économie et de SES, voilà, dignes de ce nom. Mais c'est important mais en même temps que les élèves apprennent que le savoir est quelque chose en mouvement. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il faut leur donner quand même l'idée que le savoir est quelque chose qui bouge, mais il faut qu'ils aient en même temps la maîtrise des fondamentaux. Je crois que ça, c'est très important. Le socle fondamental, c'est très important. Et donc, je crois qu'on peut pas réussir dans le supérieur si on n'a pas des bases très, très, très solides dans le secondaire. Mais en même temps, je pense que ça va être important aussi qu'à l'école, avec l'IA, ça va être égal. Donc, à l'IA, il faut d'abord apprendre à apprendre. Et donc, il faut de l'école sans IA. C'est-à-dire qu'il faut toute une partie d'enseignement sans IA. Parce que il faut surtout pas de ChatGPT. Tu dois faire tes règles de 3 toi-même. Tu dois lire toi-même. Tu dois faire l'effort de concentration toi-même. Et les devoirs à l'école. Ça, je crois que c'est très important. Mais je crois aussi que ça va être important, les soft skills. Vous savez ce qu'on appelle, on parle des hard skills et des soft skills. Les soft skills, c'est la capacité d'interagir avec les autres, la capacité d'avoir de l'autonomie. Je pense que ces éléments-là, avec l'IA, vont devenir également très importants. Donc, savoir de base et soft skills, ça, c'est très important. Et je pense qu'il va falloir préparer nos élèves de primaire secondaire à ces choses-là. Voilà. Ça, c'est vraiment la vision que j'ai, quoi. Et en même temps, avoir cette vision que le savoir est quelque chose qui bouge, mais que tu dois quand même maîtriser les savoirs de base si tu veux pouvoir suivre ce qui est en train de bouger. Et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire. Nous, par exemple, en économie, il y avait des gens qui voulaient que ça soit des trucs mondains où on discutait des inégalités ou de ci ou de ça. Moi, j'ai dit non, non, non. Il faut qu'en économie, on ait les outils de base, en sociologie, les outils de base. Et une fois que tu as les outils de base, tu peux faire des regards croisés, mais tu dois te coltiner les modèles, les machins et le sweating, comme on dit en anglais. Et tu dois maîtriser les savoirs de base. Ça, c'est très important. Et je crois que c'est... Voilà. Et je crois que ça te prépare après à l'université, quoi. Merci. Donc, oui. Merci, monsieur le professeur. Désolé. Non, je vous en prie. Je vais passer la parole au président Max Brisson. Oui. Depuis ce matin, on est tous présidents. C'est le président qui donne les titres, les grades universitaires. Monsieur le professeur, moi, d'abord, je voulais vous dire une chose avant de vous poser 2 questions. D'abord, vous ne nous avez pas perdus. Au contraire, on vous suit pleinement. Enfin, on est un certain nombre, en tous les cas, à vous suivre pleinement. Il m'est arrivé dans nos séances de cette commission d'enquête de me fâcher. Ce matin, je vais sortir très serein. Et pour cela, je vous remercie. Je crois que j'hésitais à vous parler du lycée en me disant j'ai face à moi un prix Nobel et un professeur au Collège de France, mais ce que vous avez dit sur le lycée, je le partage totalement, et ce n'est pas réactionnaire, c'est très progressiste. Que d'imaginer que la transmission des savoirs fondamentaux
et des capacités d'interaction avec les autres qui sont des points très très faibles de notre système éducatif sont fondamentaux, sont très républicains et renvoient d'ailleurs au père fondateur de l'école que nous avons malheureusement trop souvent oublié. Alors moi, en complément de la question que vous a posée le président Lafont, qui lui est réellement président, en complément, je voudrais voilà, que l'on essaye de débattre quelques instants du fossé qui existe entre le secondaire et le supérieur, de ce fossé entre le lycée et le premier cycle. Vous avez parlé quelque part de la nécessité pour notre pays de développer des formations supérieures courtes, de sorte d'instituts polytechniques qui permettraient à tout le monde de poursuivre, mais chacun en fonction de ses talents, de ses capacités. Et les capacités et les talents en matière technique peuvent conduire à d'excellents métiers et à de très beaux salaires. Et que d'autres formations longues peuvent conduire à des impasses également. Mais ça nécessite quand même de travailler beaucoup la clé, la charnière, lycée-licence. C'était un sujet très fort des politiques publiques, du débat au moins. Il y a quelques années, ce qu'on appelait le lycée-licence. Il y avait l'école du socle, le lycée-licence et puis les masters. Et ce triptyque a un peu disparu et est aujourd'hui, il ne me semble plus être la priorité. Nous avons très mal vécu dans cette maison la loi, à la fois la réforme du baccalauréat, du lycée et la réforme de l'enseignement supérieur, la réforme Vidal, la réforme ORE, sans que jamais on ait pensé la charnière. Et je pense qu'il y a là un vrai sujet de réflexion sur lequel il faut que nous avancions. La deuxième question concerne la recherche. Bon, vous avez déjà dit des choses sur le crédit de recherche, mais comme ce matin, je veux vraiment faire plaisir à notre président, est-ce que vous ne pouvez pas aller un peu plus loin sur le financement de la recherche ? Au-delà des financements publics, notre pays, en effet, peut-être pas d'efforts suffisants. Ça vaut aussi pour l'éducation d'ailleurs, parce que dans les budgets sur l'éducation, il y a aussi les pensions civiles de l'État. Et lorsqu'on compare les pourcentages par rapport aux autres pays de l'OCDE, il est évident qu'il y a la question des retraites, mais aussi un système de retraite de grande qualité qui est celui des pensions civiles de l'État. Et quand vous parliez tout à l'heure des avantages qui ne sont pas sur la feuille de paie, il y a bien aussi celui-là. Mais donc voilà. Un peu plus de détails sur le crédit impôt recherche et puis sur les capacités de trouver d'autres financements pour la recherche que les financements de l'État. Moi, j'avais été marqué par l'audition d'un éphémère ministre de la Recherche dans la succession du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche au cours de ces derniers mois et qui est un ami, quand Patrick Zell nous disait que les universités françaises étaient parmi les dernières dans la recherche des fonds européens par rapport à toutes les universités de l'Union européenne. Est-ce qu'il n'y a pas là des sources de financement sur lesquelles il faut que nous soyons beaucoup plus performants ? Monsieur le professeur, vous avez la parole. Allez-y. Donc, oui, dans la question du financement de la recherche, donc évidemment, le Conseil de recherche européen, et moi je suis pour augmenter les moyens du Conseil de recherche européen et qui finance des LabEx européens. Donc ça, c'était un peu le Choose Europe, Choose France de Macron, le discours de la Sorbonne d'il y a 2 ans. Par exemple, ce qui est intéressant, en Allemagne, les entreprises privées finance beaucoup. Vous avez le Volkswagen Stiftung. Vous avez entendu parler du Volkswagen Stiftung ? Et c'est pas la seule. Hein. Vous avez une contribution des entreprises privées à la recherche. Alors, je ne sais pas. Alors là, je ne connais pas bien. Donc là, je vais répondre à une question par une question. Est-ce qu'il y a suffisamment d'incitation fiscale pour du mécénat en France ? Moi, je pense qu'il y a un vrai sujet de dire, écoutez, voilà, et si vous financez davantage la recherche, eh bien, vous aurez des avantages fiscaux davantage. Je ne sais pas. Est-ce que c'est une voie qu'on a suffisamment encouragée ? Je ne sais pas. Voilà. Mais en tout cas, c'est un fait qu'en Allemagne, par exemple, les privés... Non, c'est pas un crédit impôt recherche. Je parle que les incitations pour que les entreprises financent la recherche. C'est pas qu'elles reçoivent, qu'elles donnent. C'est-à-dire, je peux vouloir dire à des entreprises, vous financez... Moi, je pense qu'il va y avoir des mises à plat qui vont se faire. Comme vous le savez, j'étais pas favorable à la taxe Zuckman. Vous le savez, que j'étais un pourfendeur de la taxe Zuckman parce que je pense qu'il taxe des richesses non réalisées
et il décourage des licornes en formation. Donc c'est pour ça que j'étais en désaccord avec la taxe Zucman. J'aime beaucoup Gabriel Zucman, mais je pense que c'est pas une bonne idée, Arthur Mensch, qui est valorisé à 12 milliards et qui ne fait pas de cash flow pour le moment, de taxer sur les 12 milliards. Bon, d'accord ? Mais il y a un débat là-dessus. Et d'ailleurs, maintenant, même Hollande est d'accord, même d'autres gens. Même Roussel, entre vous et moi, a dit « je suis d'accord, mais je ne peux pas le dire ». Bon, voilà, bon, d'accord, ok, on est d'accord. Donc, en fait, voilà. Donc, la taxe Zucman, ce n'est pas une bonne idée. Mais ceci dit, il va y avoir des mises à plat. Du trail, on sait qu'il faut faciliter la transmission d'entreprises. Mais il y a des gens qui fabriquent des fausses entreprises, voilà. Bon, on sait qu'il y a des holdings patrimoniales qui sont un peu utilisées de manière abusive. On sait qu'il y a certains abus de ce point de vue-là. Moi, je pense que tout ça, il va falloir regarder de près. Il va falloir regarder de près ça. Et moi, ça me permet beaucoup plus de dire ça et d'être contre la taxe Zucman. Parce que si je dis je suis contre la taxe Zucman, mais je ne touche pas au crédit impôt recherche, mais je ne touche à rien d'autre, je suis terminé. Je donne quitus à Zucman si je fais ça, d'accord ? Faut être un peu malin, c'est comme l'histoire des frais universitaires, d'accord ? Faut être un peu malin. Donc moi je dis non, moi je vais mettre à plat, je mets à plat, ça veut dire que je supprime rien, je mets à plat les holdings patrimoniales, la niche du trail, les machins, et puis après on se met à table, d'accord ? Et on discute, bon, ok, moi vous donnez à la recherche, ok, vous donnez à la recherche, d'accord, alors là on discute. Mais je pense qu'il va falloir de dire, regardez les Allemands, eh bien, regardez Volkswagen, ils contribuent beaucoup à la recherche allemande et d'autres boîtes comme ça. Pourquoi vous ne feriez pas pareil ? Et aux États-Unis, tu as une énorme culture du mécénat. Vous savez, je parlais du financement de long terme de la recherche. Il y a par exemple le Howard Hughes Medical Investigator, le HHMI. C'est un truc purement privé et ils financent des gens sur le long terme. Hein, les grands vecteurs de financement de la recherche à long terme aux États-Unis sont des privés. Et en fait, souvent, aux États-Unis, les gens veulent devenir riches pour pouvoir faire des fondations. C'est très intéressant, la culture américaine. C'est pas pour s'acheter des paquebots ou des yachts. Ils deviennent riches. Je suis pas en train de dire que tous les riches, c'est bien aux États-Unis, mais je dis qu'ils deviennent riches et leur but, c'est de dire « j'ai un bâtiment à Harvard ou à Berkeley qui porte mon nom ». Vous avez déjà été dans une université américaine où je vais au Metropolitan Opera de New York et tu vois tous les donneurs qui sont là, quoi. C'est-à-dire que les gens veulent devenir riches aux États-Unis pour pouvoir dire j'ai financé la recherche, j'ai financé la culture, j'ai financé. Et nous, on doit pousser une culture du mécénat. Voilà. Alors, c'est en partie de la culture, mais c'est en partie des mesures. Donc, nous n'avons pas suffisamment ça chez nous. Je pense que tu vois, moi, ce que je ferais, c'est que je dirais écoutez, les copains, là, on se met à table, du trail, niche patrimoniale, machin, etc. Et maintenant, on va discuter. Vous voulez donner à la recherche et à la culture, ben écoutez, alors ok, on peut s'entendre. Vous donnez pas à la recherche, ben là, désolé, vous passez à la caisse. Mais je crois qu'il faut faire ça. Et en même temps, on dit Zucman, je suis pas d'accord. Tu vois, parce que je veux pas décourager Arthur Mensch et Yann Lequin qui quitte Meta pour revenir en France. Si tu mets la taxe Zucman, Yann Lequin, il s'en va, hein, il reste pas en France. Bon, donc d'accord, et ça me permet d'avoir ce langage-là. Et je pense que nous devons l'avoir. Encourager le mécénat beaucoup. Ça, je pense que ça parle. Les faux européens dont vous parliez tout à l'heure, mais vraiment donner l'exemple et puis montrer. Regardez les Allemands, regardez ailleurs. Wallenberg en Suède donne énormément pour la recherche, énormément. Eh bien, voilà pourquoi il n'y aurait pas des Wallenberg et des Volkswagen Stiftung chez nous. Voilà, c'est tout. Et je crois que ça, il y a un vrai sujet. Et avec l'IA, où il y a des gens qui vont devenir très très riches, plus que jamais, c'est des gens qui doivent donner à la recherche. Parce qu'ils ont profité de la recherche. Ils n'auraient pas été ce qu'ils sont sans la recherche. Donc je crois que là, il y a un vrai débat là-dessus. Alors sur le crédit impôt recherche, il va être très très clair. Je pense qu'il faut évaluer. Je ne dis pas qu'il faut supprimer, je ne dis pas qu'il faut réduire le périmètre, il faut réallouer à ce qui marche. Moi, je veux aller dans le high-tech breakthrough. Le gros problème de l'Europe par rapport aux États-Unis, c'est qu'on est, nous, dans le mid-tech incrémental. On n'est pas suffisamment dans le high-tech breakthrough innovation. Et on doit maintenant dire, je veux aller vers le high-tech breakthrough. Et si ce n'est pas du high-tech breakthrough, désolé, parce qu'il y avait du chantage à l'aide. Moi, je le connais. Je parle avec les patrons du CAC 40. Ils sont adorables. Je les vois à Aix-en-Provence avec Jean-Hervé Lorenzi chaque année. Et à ce moment-là, ils te font les pleureuses d'Orient. Mes parents sont d'Égypte. Hein. Ah, si vous arrêtez de nous donner, mais nous allons délocaliser tout de suite. C'est le chantage à la délocalisation. Mais vous nous donnez, mais partez. Vous voulez en aller, partez. Donc c'est de chantage à la déloc. Et c'est comme ça qu'ils gardent tout. Moi, je dis non, c'est pas vrai. Il faut que le crédit impôt recherche finance l'innovation de rupture high-tech et qu'elle soit ciblée là-dessus. Par exemple, si tu veux, il y a un truc qui est complètement fou. Tu es un grand groupe.
Eh bien, tu sais comment font les grands groupes? Ils se découpent en petits morceaux, puisque vous savez comment marche le CIR. Jusqu'à 100 millions, t'es subventionné à 30%, et au-delà, c'est 5. Que font les grands groupes? Eh bien, ils se découpent en tranches de saucisson, et à chaque fois, c'est moins de 100 millions. Et comme ça, ils ramassent une énorme mise. Et c'est comme ça que tu as que les 20 plus gros prennent 25%. Ça ne peut plus continuer comme avant. Donc, si tu veux, je pense que là, il y a un vrai débat de mise à plat. Je ne dis pas de réduire, de mise à plat. Et à partir du moment où tu mets à plat, tu t'assieds avec les gens, tu dis, non, on discute. Et moi, maintenant, je veux que vous financiez de la recherche. Je veux que vous financiez des LABEX. Je veux vous financer des trucs comme ça. Et là, je vous garantis que vous en aurez de l'argent pour les LABEX. Et là, je vous garantis qu'on fait démarrer la recherche de pointe. C'est comme ça qu'il faut faire. Merci, monsieur le professeur. David Ross, vous avez la parole pour une question. C'est terrible, mon audition, là, je vais être tué. Non, là, vous avez fait exploser les compteurs. Quel pays d'exil me recommandez-vous? L'Iran, c'est très calme. Alors, d'abord, monsieur le professeur, cher Philippe, le plateau Saclay sera une terre d'adoption à tout moment, bien sûr, pour toi. Plus sérieusement, alors moi je suis que vice-président, c'est toujours mieux que président avec des vices, mais comme je suis un universitaire 100%... Sous-commandante, et des fois les sous-commandantes, et c'est très important. Hein. Ouais, ça doit expliquer, comme je suis universitaire 100%, ça doit expliquer pour ça. Et puis j'ai envie, en vous écoutant, bon, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, parce que c'est vraiment le volcan à Guillon, hein, donc, mais pas le volcan éteint, voilà, avec des idées très intéressantes. Et j'ai envie de dire vivement 70 ans. Hein. Pour moi, en ce qui me concerne, j'aurai le temps d'arrêter mon abonnement à Alternative économique au passage. Moi j'avais, alors du coup en vous écoutant, essayé d'avoir une question un peu structurée sur différents éléments. Votre position sur la reconnaissance, notamment dans la fonction publique, mais dans le privé, du doctorat, si on essaie de comparer. Et pour faire ce lien justement avec tout ce qui a été évoqué sur le financement public-privé, il y a l'aspect formation qui a été un peu abordé sur des filières qui pourraient être, entre guillemets, professionnalisantes, qui ont existé, qui existent, mais qui pourraient développer. Et puis il y a le mécénat recherche, là, qui a été évoqué avec en toile de fond, bien sûr, le CIR. Ça pose la question qu'a déjà posée un peu ma collègue, et là qui intéresse forcément l'économie, c'est comment on fait du temps long avec un cycle budgétaire annuel de Bercy qui est un temps court par définition, et avec des critères d'évaluation qui sont sur des équilibres budgétaires annuels. Et donc la question, puisque vous êtes aussi un des spécialistes de l'IA avec Anne Bouvreau, je salue votre rapport, où vous montriez qu'il manquait finalement pas tant que ça pour qu'on soit au niveau mondial, mais que ce pas tant que ça pouvait faire la différence. Comment on pourrait justement essayer de coupler scientifiques, économistes, politiques, voire spécialistes des sciences humaines, pour utiliser l'IA, pour, avant de tout changer, de faire des sortes de frères jumeaux du modèle universitaire de recherche mêlant public-privé, pour voir où on pourrait bouger les curseurs et avoir comme ça des idées expérimentales, peut-être sur certains établissements. Voilà. Donc, non, mais je vais répondre, je vais toucher sur ce que vous dites, parce que je ne peux pas faire justice à toutes les questions que vous avez posées. Je pense vraiment qu'il faut sanctuariser ce qu'on donne à l'université, à l'enseignement supérieur. C'est pour ça que je crois vraiment dans cette espèce de commission transpartisane et l'idée de dire je sanctuarise, quoi. Alors, je ne sais pas si, est-ce qu'il y a, par exemple, le budget de la défense n'est pas sanctuarisé? Pas vraiment, jamais. C'est voté chaque année. La loi de programmation, il en existe plusieurs. La seule qui a été remise en cause ces dernières années, c'est celle de la recherche. Alors que celle de la défense a été confirmée, voire consolidée. Parce qu'il faudrait mettre la recherche sur le même plan que la défense. Je pense que c'est ça. Parce que pour nous, c'est vraiment un enjeu de défense. Notre perte de souveraineté, notre souveraineté repose autant sur notre défense, mais encore plus sur notre recherche. Et je pense qu'il faudrait vraiment se battre pour sanctuariser et de dire nous avons une commission transpartisane, nous demandons de sanctuariser le budget de la recherche. Voilà. Mais évidemment, pour que ça aille bien, il faudra des changements de gouvernance, c'est-à-dire affirmer les principes d'autonomie, un certain nombre de principes, c'est de sanctuariser le budget, mais avec des règles de gouvernance très, très, très précises. Et je pense que c'est ça qu'il va falloir faire, quoi. Je pense que, donc, et puis, voilà, et donc sanctuariser le budget, aller vers une vraie autonomie des universités, avec des vraies feuilles de route qui doivent être remplies, des contrats. Si les contrats ne sont pas remplis, évidemment, les contrats ne sont pas renouvelés, hein, si le contrat n'est pas rempli. Et je pense que c'est dans cette direction qu'il faut.
Je pense que c'est dans ces directions-là qu'il faut aller. Vous m'aviez posé sur l'IA, nous avions, avec Anne Bouvet, enfin, dans la commission que nous avions dit, on a parlé d'une exception IA. Je n'aime pas trop le mot exception parce que ça veut dire qu'on te prenait aux autres. C'était plutôt pilote IA. C'est-à-dire que dans l'IA, c'est un secteur un peu particulier où tu as des gens qui travaillent quand même dans le privé. Il fallait donner la possibilité. Il y avait deux choses, à mon avis, qu'on pouvait faire. L'un, c'était donner la possibilité à des gens de passer peut-être 2 jours par semaine dans le privé et 2-3 jours par semaine dans le public, tu vois, où là, ils ont quand même plus de liberté. Et d'autoriser cette possibilité-là, de dire tu peux avoir un emploi en partie dans le privé et en partie dans le public. Voilà. Et donc, que dans l'IA, tu puisses faire des choses comme ça. Donc, donner cette flexibilité, parce que c'est pas facile de pouvoir accumuler. Et l'autre chose, tu sais, tu as l'université, l'IUM, c'est pas ça, pas l'IUM, je confonds toujours l'université, tu sais, le truc qui te donne des... L'IUF, pardon, pas l'IUM, l'IUF, et bien d'avoir des espèces de super IUF avec des gros budgets pour travailler sur l'IA, c'est-à-dire de dire, voilà, tu as un super IUF et on donne à quelques chercheurs très prometteurs un peu un super IUF qui leur permettrait etc. Peut-être qu'il y a l'idée que le CNRS doit devenir aussi une agence de moyens davantage. Est-ce qu'il y a des ressources de ce côté-là? Ça, c'est quand même une question sur le CNRS. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait du CNRS? Est-ce qu'on le garde exactement comme il est? Est-ce qu'il fonctionne exactement comme il fonctionne? Est-ce qu'on demande de l'enseignement quand même? Est-ce qu'on fait en partie une agence de moyens? Là, c'est un peu l'éléphant au milieu de la pièce dont on n'a pas parlé aujourd'hui. Donc, et je ne sais pas trop quoi vous dire là-dessus. Mais je sais qu'il y a un sujet autour de ça. Donc il y a voilà comme ça des pistes. Mais moi je crois qu'aller vers l'idée de dire la recherche c'est comme la défense, ça doit aller avec. Moi je suis, et c'est pour ça que d'ailleurs on parle de DARPA défense, je suis pour mettre l'IA avec la défense, mais je suis pour traiter la recherche comme je traite la défense. Je crois que c'est très important. Et d'expliquer pourquoi, parce que notre souveraineté va reposer de plus en plus là-dessus. Donc je crois que là il y a différentes pistes que l'on peut explorer dans la direction que vous voulez. Merci. Alors le doctorat, il y a un gros sujet sur le doctorat, c'est que les docteurs ne sont pas bien payés. Tu comprends? Tu fais des doctorats, tu fais des études longues, et après, des docteurs, ils ont des petits salaires, et ils se disent, j'ai fait toutes ces années d'études, et pourquoi faire, quoi, tu vois? Donc il y a un découragement du doctorat, quoi. Et c'est un vrai sujet. Et donc il y a beaucoup de gens qui ne sont plus tentés d'aller jusqu'au doctorat, parce qu'ils ont même l'impression que c'est même handicapant, parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont surqualifiés quand ils sont à l'embauche. Tu sais, des entreprises, elles veulent souvent pas embaucher des docteurs, parce qu'il va me casser les pieds, tu vois. Il va venir de là, moi j'ai pas eu de doctorat, lui il va là, et donc il y a un côté, un découragement au doctorat. Et c'est un vrai sujet, et je ne sais pas la réponse. Voilà, mais je suis au courant, je suis conscient. Alors c'est pour ça que souvent des docteurs, ou des gens qui commencent à faire des doctorats partent ailleurs. Parce que dans d'autres pays où c'est valorisé, bien qu'à nouveau, l'IA fait que ça décourage des gens d'aller au doctorat, même aux États-Unis maintenant. Donc il y a un vrai sujet du doctorat. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que le doctorat soit moins décourageant? Est-ce que les Allemands ont trouvé une solution avec l'entreprise et le doctorat, et je fais quelque chose qui à la fois me forme pour l'entreprise et me donne le doctorat en même temps? Mais il y a un vrai sujet que le doctorat n'est pas rémunéré, et que donc beaucoup de gens sont découragés d'aller jusqu'au doctorat. Et je ne sais pas traiter le problème. Merci. Vous avez des questions très très pertinentes et je suis désolé de ne pas pouvoir y répondre. Mais c'est très bien que vous nous le disiez comme ça. Yann Chantrel, rapidement, parce qu'après il y a encore Khalife et puis Christine qui aimerait parler. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le professeur, c'est sûr, vous avez répondu déjà à beaucoup de choses, à beaucoup d'interrogations et de questions. Je fais partie des rares élus, justement, qui sont issus de l'université. Donc je la défends d'autant plus parce que je sais très bien que notre modèle d'université, et je connais également l'Amérique du Nord puisque j'y ai vécu plus de 10 ans, que c'est un modèle qui permet l'émancipation sociale également, ce que ne permet pas forcément les universités américaines, avec des gens qui sont endettés, qui ont des dettes sur le dos, avec un système très inégalitaire. Et je pense que c'est tout à l'honneur de notre pays de permettre ça. Après, bien évidemment, il faut pouvoir le financer. Et parmi les personnes qui partent également, c'est pas uniquement parce qu'elles sont mieux payées, c'est parce qu'il n'y a pas d'offres parfois dans notre pays par rapport à ce qu'elles souhaitent faire. Moi, j'en ai vu beaucoup qui sont partis, qui ont dit qu'il n'y avait tout simplement pas de débouchés pour
pour permettre de faire la recherche ou la chose que je voulais faire. Hein. C'était pas que des questions financières forcément. Non, moyens pour faire la recherche. Voilà, c'est les moyens. Évidemment. Et puis je vous rejoins totalement parce qu'au niveau des investissements, quand on regarde les pays de l'OCDE, nous ça doit être 1,5, je crois à peu près, sous votre contrôle. Oui, mais on inclut les retraites, donc 1,5 du PIB. On et est très en dessous. États-Unis, ça doit être le double. Corée du Sud, le Canada, que je connais très bien. D'ailleurs, le Canada qui est pas tout à fait pareil que les États-Unis pour le coup, parce qu'ils ont des frais beaucoup moindres. Ils ont des frais beaucoup moindres. Et je pense qu'il y a un point très... Le Canada est un pays intéressant pour Le Canada est un pays intéressant, je trouve aussi, parce qu'il a un système plus mixte. Vous connaissez le Canadian Institute for mixte. Advanced Research, le CIFAR? Oui. Moi, j'étais dans le CIFAR pendant 20 ans. Ce modèle-là, moi, je trouve, est plus intéressant. C'est très intéressant. Parce que c'est des frais... C'est génial, le CIFAR. C'est des frais qui sont beaucoup moindres, avec des universités qui sont très reconnues aussi internationalement, qui sont de qualité, très attractives, et qui payent très bien également les enseignants qui y sont et les chercheurs. Mais c'est un modèle aussi financé par le Canada, d'ailleurs, par l'argent public de manière très importante. Mais il y a un point, je pense, qui est essentiel dans ce que vous avez dit aussi, que je souhaite appuyer peut-être, si vous pouvez ébaucher. Moi, ce que je perçois énormément comme différence culturelle avec l'Amérique du Nord ou autre, c'est que j'ai l'impression qu'en France, il y a un gros problème au niveau de la confiance. La confiance est à l'origine de tout. Elle est à l'origine des relations économiques, elle est à l'origine de toutes choses. Et j'ai l'impression d'être dans une société où la défiance est beaucoup plus importante, où la confiance est beaucoup plus faible, et quand il n'y a pas de confiance, on ne fait pas grand-chose dans une société. Et ça, je pense que l'éducation est une part majeure de création de la confiance entre les individus. Parce que vous avez dit, il faut revenir à des règles très anciennes. Mais en Amérique du Nord, comment on travaille? Vous avez parlé de l'évaluation des enseignants, notamment. Pourquoi? Parce qu'il y a un rapport de coopération entre l'enseignant, on n'enseigne pas de la même manière, et j'imagine que vous n'avez pas enseigné de la même manière là-bas que dans les universités ici, où il y a une sorte d'écart, de distanciation entre la personne qui enseigne et ses élèves. Alors que là, on est dans une coopération, on est dans un travail à égalité, où on coopère, on travaille ensemble. Et quand vous apprenez dès le plus jeune âge à travailler ensemble, à coopérer, à créer de la confiance entre les individus, vous le reportez automatiquement dans la société que vous souhaitez. Donc, quels enseignements pouvons-nous tirer justement de ça également pour notre propre enseignement supérieur et éducation? J'aimerais bien vous entendre là-dessus, puisque vous avez également cette expérience-là. Oui, alors vous avez totalement raison. Je ne suis pas pour un retour à tout ce qui se faisait avant. Les bonnets d'âne, par exemple, je pense que ce n'était pas une bonne idée, d'accord? Et puis, il y avait le côté qu'en France, on n'osait pas poser de questions aux professeurs, quoi. Ça, c'est pas bon. Donc, je suis pour retourner aux fondamentaux, c'est-à-dire apprendre à lire, à écrire, les dictées, le calcul, les devoirs faits à l'école, tout ça, je pense qu'il faut. Par contre, ce qui n'était pas bon chez nous, c'est qu'on n'osait pas poser une question au professeur. Et puis, il y a dans notre système, ceux qui réussissent et ceux qui ratent. Et l'échec était tellement culpabilisé que celui qui ratait, toute sa vie, elle ou il, se disait « je vais être inférieur, je ne vais jamais pouvoir y arriver ». Ça, c'est pas bon. C'est-à-dire l'absence de deuxième chance, de troisième chance. Moi, j'ai raté plein de choses. J'ai raté la grecque de maths 2 fois. J'ai raté plein de concours. Je le dis tout le temps. J'ai raté plein de trucs. Mais j'ai eu une deuxième chance et une troisième chance. C'est très important. Et nous, on avait un système un peu où il n'y avait pas suffisamment la deuxième chance. Et tu as le problème et il y avait un autre problème chez nous, c'est que dans l'école, effectivement, c'était très hiérarchique. Et donc, tu reproduis dans l'entreprise la relation de l'école. Yann Algan, évidemment, a fait des travaux là-dessus très pertinents qui montrent que tu reproduis dans l'entreprise, et tu as ça au Japon. Tu as évidemment le merveilleux livre Stupeur et tremblement d'Amélie Nothomb, mais qui reproduit l'école japonaise. C'est-à-dire que quand tu es à l'école, tu te tais, tu obéis, etc., ça se reproduit dans l'entreprise. Donc moi, mon modèle n'est pas de revenir à ce côté-là de la vieille de l'école d'avant 68. Je veux des notes, mais je veux pas des notes de manière humiliante, je veux des notes pour que les gens se comparent à eux-mêmes et puissent s'améliorer. Je veux les savoirs de base, mais je ne veux pas le bonnet d'âne, l'humiliation. Par exemple, un des trucs aux États-Unis qui était formidable, tu as des étudiants, ils interrompent des prix Nobel et ils leur disent « mais tu racontes des conneries ». Mais en France, c'est impensable. Tu ne peux pas. C'est impensable que tu interrompes un prof et que tu dis « mais ah non, je ne comprends pas ce que tu racontes ». Et voilà. Donc vous avez totalement raison. Je ne suis pas un pur nostalgique du passé. Je pense qu'il y a des bonnes choses dans les savoirs de base, mais qu'effectivement l'élément interaction et l'élément humboldtien, en fait, qui est l'interaction entre étudiants et profs et interaction entre profs, l'élément humboldtien doit être évidemment au cœur de notre système.
Et il faut évidemment que nous n'ayons pas cette vision de celui qui a échoué, de celui qui a réussi, et qui pense que toute sa vie, je vais devoir me soumettre ou je vais devoir dominer l'autre. Je pense que ça, c'est évidemment quelque chose de très dommageable. Merci. Monsieur le professeur, je peux vous interrompre poliment. Khalifé. Merci, Monsieur le Président. Moi, je n'ai pas osé vous interrompre tout à l'heure. C'est dire qu'un sénateur ne peut pas le faire, mais je suis ici, je représente un peu la branche santé ici, mais j'ai été, et je le suis toujours, dans un board d'une université américaine basée à Metz, Georgia Tech, Europe. Donc, j'ai vécu un peu tout ce contact avec notamment l'industrie et l'entreprise. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, notamment pour la gouvernance, mais aussi pour les dons, pour le mécénat en général. Comment vous voyez en pratique l'entrée de ces entreprises dans la gouvernance d'une université, dans le conseil d'administration, etc. Et ma deuxième question, si vous permettez, vous avez évoqué l'autonomie financière. Moi, je la relativiserai un peu parce que il gère quand même. Je voulais revenir sur l'autonomie du projet pédagogique en général, avec qui fait quoi à l'heure des grandes régions. Est-ce qu'il faut des diplômes où il y a quelques élèves qui coûtent beaucoup d'argent pour entretenir, alors que l'université à côté fait la même chose? Est-ce qu'on peut mutualiser? Je suis dans la région Grand Est, il y a 3 grandes universités, parce que même 4. L'université de Lorraine a fusionné. Est-ce qu'il faut vraiment beaucoup de doublons, surtout pour les disciplines où on peut peut-être un peu plus efficient, être un peu plus efficient et faire quelques économies de fonctionnement comme avec des regroupements. Oui. Ben, c'était un peu l'idée des IDEX. Les IDEX, c'était l'idée de se regrouper. Moi, je pense que c'était pas une bonne idée que les IDEX soient portés par les presses. Les presses, c'est une espèce de gros ensemble. À Toulouse, ça n'a pas marché. C'était trop gros, quoi. Tu pouvais pas mettre Tyrol avec le Mirail, quoi. C'est pas possible, parce que tu connais un peu Toulouse, quoi. Tu vois très bien que ça marche pas, quoi. Donc, en fait, les IDEX, c'est intéressant, ça a marché là où des gens voulaient déjà se mettre ensemble. À Bordeaux et à Strasbourg, les gens voulaient déjà se mettre ensemble, donc ça a bien marché. Bon, il y a eu PSL, donc ça j'ai beaucoup aidé. Bon, PSL, qui est un truc intéressant, mais voilà, il faut, quand il peut y avoir des synergies de regroupement, mais il ne faut pas les forcer. Il faut que ça se fasse. C'est ça qui est bien avec les LABEX, c'est que c'est des regroupements incités, mais pas forcés, quoi. Quand c'est forcé, ça ne marche pas. Voilà, donc je pense qu'on peut faire tu vois, on peut éviter des duplications inutiles, mais il faut que ça soit sur une base assez volontaire, quoi, de gens qui ont envie de travailler ensemble. Tu ne peux pas forcer des gens qui ne veulent pas bosser ensemble à bosser ensemble. Ça, en général, ça ne te prend pas, quoi. Bah, tu vois l'expérience des IDEX, tu vois celles qui ont bien marché que d'autres. C'est ceux qui ont voulu se mettre ensemble. Et elles ont bien fonctionné. Ceux que tu as forcés à se mettre ensemble, ça n'a pas fonctionné. Ça, c'est l'expérience des IDEX. Hein. Donc voilà, moi, je crois que... Mais je crois quand même qu'il faut leur donner une certaine... voilà, aux IDEX, il faut leur donner une certaine autonomie de moyens, d'embauche. Il faut être capable, si tu veux, d'être compétitif, de dire, voilà, tu veux embaucher des gens très bons, bah, tu dois aller sur le job market, comme on dit, et être capable d'embaucher, et d'avoir l'autonomie, la flexibilité qu'il faut, et les moyens qu'il faut. Et tu vois tout de suite, quand tu fais la compétition avec d'autres universités, est-ce que tu arrives ou pas à faire. Et évidemment, il y a un problème aussi, c'est les inégalités. C'est par exemple, il y a des professeurs qui n'acceptent pas que d'autres soient mieux payés qu'eux. Mais si tu leur dis, mais écoutez, mais l'autre, il a une offre de machin, et vous ne l'avez pas, ben, lui, je dois le retenir, ou elle, je dois le retenir. Et bon, c'est normal que vous ne savez pas payer la même chose, parce que j'ai dû retenir cette personne-là. C'est un gros problème, c'est difficile à gérer ça. De comprendre que le marché, ça existe, quoi. Et si je veux attirer des gens excellents, je crois que nous, on a une chance que Yann Lequin veuille revenir en France faire la prochaine révolution de l'IA à l'intérieur de la révolution de l'IA. Il faut lui donner tous les moyens et permettre, voilà, et c'est également permettre à des chercheurs de venir travailler avec lui, d'être peut-être à temps partiel dans l'université, à temps partiel chez lui, et travailler avec lui. Je pense que voilà, on a des choses qu'on peut vraiment exploiter, quoi, qui sont je crois qu'on a des pistes vraiment, des choses qui nous permettent on a des chercheurs formidables, des talents,
mais il faut leur laisser la possibilité de travailler. Effectivement, et c'est la confiance. C'est pour ça que je pense beaucoup dans le contrat d'agence. Je ne viens pas te regarder à chaque minute quel hôtel tu choisis et quelle taille crayon tu as acheté. Je te donne des moyens, j'ai confiance, tu vas faire, et je regarderai ex post quels sont les résultats. Mais avoir plusieurs critères d'excellence, c'est bon aussi, parce que parmi les universités qui sont très bonnes pour placement, qui sont très bonnes pour la pédagogie. Pas forcément des universités top en recherche, mais elles doivent également être aidées. C'est très important, ça. Donc l'excellence, elle est multidimensionnelle. Et à partir du moment où tu as un contrat de dire, moi, je vais placer, je vais former des gens, tu animes une région en faisant ça, à ce moment-là, oui, je te donne les moyens. Et à nouveau, je te jugerai sur ces critères-là. Merci. La dernière question pour la présidente, Christine Lavarde. Oui, merci. Moi, je vais volontairement être provocatrice, parce que je pense que je suis la seule qui vous ait eu comme professeur. Oh là là, ma pauvre. Où ça? À PSE. Oh là là, toutes mes condoléances. Non, c'était très bien. C'était aussi animé que ce matin. Volontairement provocante pour vous demander l'autonomie jusqu'où? Est-ce que l'autonomie, c'est jusqu'à mettre fin au mythe français de l'université pour tous? Est-ce que c'est du coup l'ouvrir vraiment au monde de l'entreprise, créer des vrais partenariats avec des acteurs privés? Est-ce que c'est introduire de la sélection à l'entrée avec des concours? Si je le dis autrement, ce que j'observe autour de moi, c'est que dès qu'on veut, entre guillemets, avoir une chance de rentrer ensuite dans la vie professionnelle, on met ses enfants dans des écoles d'ingénieurs, de commerce, sur lesquelles ils ont été recrutés après un concours, que ce soit directement après le bac ou après une classe préparatoire, mais on ne va pas à l'université. On va désormais à l'université uniquement si on veut faire médecine ou droit, deux secteurs pour lesquels il n'existe pas des... Mais seulement tu as une guillotine en première année, quoi. Exactement, ça c'est la sélection après par le travail. C'est la sélection première année. Donc du coup, ma question c'est autonomie jusqu'où? J'ai bien compris que c'était autonomie dans les moyens et dans la gestion, mais est-ce que ça va aussi jusqu'à mettre en place de la sélection à l'entrée plutôt que la sélection par l'échec? C'est-à-dire qu'après, il y a ceux qui enchaînent les premières années, mais à la fin, et on le voyait hier avec un chercheur de l'OCDE, c'est qu'on a un taux de passage de la licence en master qui est assez faible. Donc ça veut dire que... Et avec une licence, on ne fait pas grand-chose. Hein. Je suis plutôt pour une sélection à l'entrée. Mais une orientation, c'est-à-dire que je ne veux pas d'échec à l'entrée. Je veux que quelqu'un dise, voilà, tu pouvais rentrer là, mais tu vas plutôt rentrer dans telle filière. Donc l'idée, c'est que chacun puisse aller quelque part, quoi. Je veux pas des jeunes qui finissent dans la rue, quoi. Donc c'est ça que je veux dire. Alors tu as des systèmes effectivement comme en Belgique par exemple, où je crois dans les pays, en Suède, où tu as une sélection très forte en première année. Mais c'est repoussé, quoi. Et je ne sais pas comment ça marche. Donc j'ai pas regardé de près. Mais ils ont une guillotine en première année, quoi. C'est comme ça que ça marche chez eux. Alors, est-ce que nous, on doit faire ça, ou est-ce qu'on doit dire, dès la fin du bac, eh bien voilà, tu vas dans tel truc, ou tu vas dans telle autre chose, avec des passerelles, hein. Donc, avec la possibilité de passerelle. Et tu fais très bien là, tu as une possibilité de passer. C'est là que je n'ai pas la réponse exacte, parce que je devrais regarder de très près comment ça marche dans les endroits où tu fais l'entrée tout le monde et tu sélectionnes à fond en première année, comme en Belgique ou en Suède, versus des systèmes plus suisses où tu orientes plus tôt. Et je ne sais pas vous dire, voilà. Mais l'idée, c'est de ne pas laisser des gens aller jusqu'en maîtrise, ne sachant pas grand-chose, et à ce moment-là, en maîtrise, ils se retrouvent chômeurs, quoi. Ça, c'est le truc à éviter à tout prix, évidemment. Merci beaucoup, monsieur le professeur. C'était d'une très grande qualité. Et puis, le Sénat va vous apporter quelque chose de fondamental que vous manquez. Donc, je vous apporte un taille-crayon. C'est un taille-crayon du Sénat. Je n'aurais pas demandé au Collège de France. Ça, c'est sympa. Ça, c'est vraiment... écoutez, merci beaucoup. Hein. Merci. Très bien. Mais non, mais écoutez... Voilà. Merci beaucoup, monsieur le professeur. C'était passionnant. Merci. Voilà pour cette audition au Sénat de Philippe Aghion, prix Nobel d'économie 2025, professeur au Collège de France. Il était devant la commission d'enquête du Sénat sur l'excellence des universités. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Continuez à suivre l'actualité politique et parlementaire sur notre site internet publicsénat.fr. Je vous souhaite une très bonne suite des programmes sur Public Sénat.